Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition de 20h. Voici les titres. Pour vaincre la menace terroriste, notamment Boko Haram, le président Macky Sall recommande une action concertée. C'est le discours qu'il a livré au sommet régional sur la sécurité en Afrique, ouvert cet après-midi à Abuja, au Nigeria. Dans l'actualité religieuse, dernier réglage en vue du pèlerinage marial de Poponguine, 13 postes médicaux avancés et 550 agents mobilisés pour assurer la sécurité sanitaire des pèlerins qui ont justement débuté la marche pour converger vers Poponguine, où nous retrouverons nos équipes pour faire le point sur les derniers préparatifs du pèlerinage. Bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui après un milieu de journée à Abuja pour prendre part au sommet régional sur la sécurité. Avant cela, à Kigali, le président Macky Sall a reçu la communauté sénégalaise du Rwanda et la présidente de l'Organisation internationale digitale. Synthèse d'un dernier jour en terre rwandaise avec Pape Biram Biguendia et notre envoyé spécial. C'est l'une des dernières images du séjour du président Macky Sall à Kigali. Avec le président rwandais Paul Kagame, l'échange est empreint de cordialité, des discussions sur l'avenir des économies africaines pour ne pas rater le train de la 4e révolution industrielle, mais plutôt marquer l'histoire du continent en mettant le cap sur l'émergence. Tout un symbole, le symbole d'un Sénégal en reconstruction est aussi magnifié ici à Kigali, lors de cette rencontre entre le chef de l'État et la communauté sénégalaise du Rwanda. Un rituel qui permet toujours à nos compatriotes de la diaspora d'exposer directement leurs préoccupations au président de la République. Ici, le souci principal demeure le renouvellement des passeports. Il y a aussi les difficultés d'obtention de visas pour rallier certains pays limitrophes, dont le cadre de leurs activités économiques et professionnelles. Là-dessus, le président Macky Sall a décidé de mettre fin au calvaire de nos compatriotes avec la mise en route d'une mission du ministère de l'Intérieur qui viendra à la rencontre des Sénégalais du Rwanda pour procéder au renouvellement du précieux sésame. Les services de l'ambassade veilleront également à ce que nos compatriotes puissent avoir une mobilité optimale dans l'espace de l'Afrique australe afin de mener à bien leurs activités. Et dans la foulée, le président Macky Sall a pris l'engagement de faciliter l'accès au logement à nos compatriotes de la diaspora. Ainsi, ils pourront bientôt acquérir des terrains à bas prix pour un meilleur accès à l'habitat et se mettre à l'abri d'éventuels promoteurs véreux. À Kigali, le chef de l'État a également reçu la présidente de l'Organisation internationale digitale. Cet organisme, dirigé par notre compatriote Mariam Djamé, a pour objectif d'étendre l'accès aux nouvelles technologies en Afrique, notamment à travers les sciences de l'ingénierie et des mathématiques. Cette année, elle développe un programme qui cible les jeunes filles et le Sénégal aura une place de choix. Au Sénégal, aujourd'hui, nous avons un gap, donc nous n'avons pas beaucoup de codeurs au Sénégal et je pense que si on veut vraiment soutenir le plan émergent sénégalais et puis la pérenniser, il faut commencer à avoir des Sénégalais qui sont digitales, mais en même temps vraiment leur apprendre les capacités dont le Sénégal aura besoin dans 5-10 ans. En quittant le Rwanda, le président Macky Sall était aux côtés de son homologue, le président Kagame. Les deux chefs d'État partagent la même vision d'une Afrique prospère, un continent qui aujourd'hui fait face à un défi sécuritaire. C'est l'enjeu du sommet d'Abuja où le président Macky Sall est attendu. C'est en milieu de journée que le chef de l'État a foulé le sol nigérian. Une importante rencontre entre chefs d'État africains pour unir les forces et enrayer la menace terroriste. Et la France est également de la partie avec le président Hollande qui participe à ce sommet crucial pour l'avenir de l'Afrique où la sécurité de tous est une priorité. Justement, Pape Biram Biguendia, ouverture cet après-midi à Abuja du sommet régional sur la sécurité en Afrique. À cet effet, le président Macky Sall, qui prend part aux travaux, a insisté sur la nécessité de mener une action concertée pour vaincre la menace terroriste, notamment Boko Haram. Nous retrouvons donc Pape Biram Biguendia et notre envoyé spécial.
Là où le combat s'impose, il faut le mener par tous les moyens possibles, y compris par les opérations de maintien de la paix, avec des mandats robustes et des équipements adaptés aux circonstances. Ensuite, il y a la nécessité de former des forces spéciales suffisamment entraînées et équipées pour répondre aux situations d'urgence, notamment par la mutualisation des moyens. C'est d'ailleurs là l'un des résultats tangibles du sommet de Paris du 17 mai 2014, qui a permis de faire des progrès significatifs dans le démantèlement du dispositif opérationnel de Boko Haram. Nous devons aussi davantage travailler sur des solutions à long terme pour vaincre le mal en l'éradiquant à la source. Cela passe par le soutien à l'éducation, à la formation, à l'emploi et aux activités génératrices de revenus pour faire reculer l'ignorance et donner à la jeunesse les raisons d'espérer. C'est en effet dans l'ignorance, la pauvreté et l'exclusion sociale que le terrorisme trouve le terreau fertile à son développement, par l'endoctrinement des uns et l'exploitation de la misère des autres. C'est dans ce terreau qu'il faut éliminer les germes du mal. Autrement, nous aurons traité les symptômes en laissant de côté la maladie. À présent, je vous fais lecture de ce message que le chef de l'État Macky Sall a adressé à Madame Fatma Samoura, la toute nouvelle secrétaire générale de la FIFA. Chers compatriotes, je suis heureux d'apprendre l'excellente nouvelle de votre nomination en qualité de secrétaire générale de la FIFA. Cette première dans les annales du football mondial confirme de façon éloquente vos hautes qualités humaines et professionnelles. Je voudrais vous exprimer toute ma fierté et vous adresser en même temps mes chaleureuses félicitations. Mes meilleurs vœux de succès vous accompagnent. Je vous prie d'agréer, chers compatriotes, l'assurance de mes hommages distingués, signé Macky Sall. Justement, c'est une première, une Sénégalaise nommée secrétaire générale de la FIFA. Son nom, Fatma Samba Diouf Samoura. Elle a été promue à ce poste à l'occasion du congrès de la FIFA qui s'est tenu à Mexico les 12 et 13 mai. Ibrahim Mboup nous dresse ici son portrait. De l'ombre à la lumière, Fatma Samba Diouf Samoura, 54 ans, diplomate, sénégalaise bon teint, devient la première femme secrétaire générale de la FIFA. Elle a 21 ans d'expérience dans le système des Nations Unies. Fatma Samoura a commencé sa carrière au Programme alimentaire mondial en 1995 en tant que responsable logistique. Elle a servi dans plusieurs pays du continent africain. Jusqu'à sa nomination, la diplomate était coordonnatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du PNUD au Nigeria. Avant d'embrasser une carrière diplomatique, Fatma Samoura a travaillé dans le secteur privé durant 8 ans à Senchim, ex-filiale commerciale des industries chimiques du Sénégal. Elle est titulaire de 2 masters en anglais et en espagnol de l'Université de Lyon. À cela s'ajoute un diplôme en relations internationales et un autre en commerce international de l'Institut d'études supérieures spécialisées de Strasbourg. Fatma Samoura est décrite par le président de la FIFA comme une femme expérimentée et intègre. 2 atouts majeurs qui ont pesé dans la balance quand on sait que son prédécesseur, le français Jérôme Valcke, a été licencié et suspendu 12 ans par l'instance faîtière du football mondial. La nomination de Fatma Samoura est une fierté pour le Sénégal et sa diplomatie. Elle prendra fonction à la mi-juin après un contrôle d'éligibilité. Félicitations encore à notre compatriote Fatma Samoura et nous allons revenir avant la fin de cette édition sur le congrès de la FIFA qui a consacré sa nomination à la tête du secrétariat général de l'institution mondiale du football. Suite aux affrontements entre forces de l'ordre et jeunes de Ouakam liés à un litige foncier, les autorités du quartier se mobilisent pour un retour au calme. Nous écoutons à ce propos le porte-parole des dignitaires. Le cadre de concertation, comme son nom l'indique,
C'est un cadre de concertation et d'échange. Et notre mission première, c'était une mission d'alerte. Nous avons pu, dès les premiers pas, rencontrer l'ensemble des autorités et ils nous ont tous écoutés. Aujourd'hui, c'est nos autorités coutumières qui prennent le relais pour porter notre message en plus haut lieu. Donc, à ce titre, je pense que nous, notre mission, je pourrais dire que notre mission est presque terminée. Mais comme nous sommes toujours en alerte, je demande à l'ensemble de la population wakamoise et surtout des membres du cadre de concertation d'apaiser quand même le climat dans toute notre collectivité et en même temps à la collectivité de Ngor et de Yoff. Le climat d'insécurité qui règne dans ce monde, en tant que responsable, ne nous autorise pas aujourd'hui à dévier la mission première de nos services d'ordre et de sécurité. Donc j'en appelle encore à au moins quand même la responsabilité quand même de chacun pour au moins que la population de Ouakam, de Ngor et de Yoff vive en paix. Fin à Dakar ce vendredi du 8e cours du Centre des hautes études de France. Les 24 participants ont reçu leurs attestations. Le ministre sénégalais des Forces armées a à l'occasion salué la coopération entre la Suisse et le Sénégal. Compte rendu Thierno Amadou Sy. Environnement géopolitique régional et international, les fondamentaux du métier d'attaché militaire. Ces deux modules ont rythmé les 5 jours du 8e cours d'orientation au Centre des hautes études de défense et de sécurité de Dakar. Le Sénégal vient encore d'administrer la preuve irréfutable de l'hospitalité légendaire de ce pays. Notre objectif, il est non pas de former des militaires ou de former des diplomates. Notre objectif, il est d'aider à contribuer à la formation de futurs leaders. Promouvoir la paix et la sécurité, ces 24 participants ont compris les enjeux. Le Sénégal et la Confédération suisse aussi renforcent leur coopération dans ce domaine stratégique. Dans ce contexte, une attention particulière est portée à la prévention de la violence et à la gestion des risques et des catastrophes. Chers auditeurs, pendant 5 jours, des intervenants venus d'horizons divers ont partagé avec vous leurs connaissances et expériences dans des domaines variés, comme la géopolitique, la défense, la sécurité et la diplomatie. Depuis 2009, chaque année, ce cours revient. Il est destiné à des officiers et diplomates du Maghreb, de l'Afrique centrale et occidentale. La direction des examens, concours professionnels et certifications a organisé ce matin une cérémonie officielle de remise de diplômes. Plus de 200 récipiendaires ont reçu leur parchemin en présence du ministre de la formation professionnelle et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche. Compte rendu d'Amsila. Cette remise officielle de diplôme est une première depuis 10 ans dans l'enseignement professionnel. De 2005 à 2015, la fin d'études des cycles était sanctionnée par une attestation. Ça a créé beaucoup d'ennuis aux apprenants parce que l'entrepreneur demandait toujours un diplôme et non une attestation. Alors le ministre m'a instruit de faire tout pour qu'on puisse délivrer à nos apprenants qui réussissent aux examens des diplômes qui varient du CAP au BTS en passant par les titres professionnels. Après l'obtention du diplôme, l'heure est maintenant pour ces récipiendaires de faire leur insertion professionnelle. Avec le lancement des grands chantiers de l'État, dans le cadre du PSE, ces nouveaux diplômés pensent bien y trouver leur compte. J'ai le sentiment vraiment de pouvoir servir mon pays. La maintenance de la machinerie agricole, c'est une nouvelle filière qui a été créée en 2012. Nous savons très bien que l'agriculture constitue aujourd'hui un secteur incontournable dans le développement du Sénégal. C'est la raison pour laquelle elle occupe une place très importante dans le plan Sénégal émergent. Avec sa devise former, outiller, insérer, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat
compte bien accompagner ces jeunes diplômés. Nous n'avons pas de problème en termes d'insertion, parce que tout simplement cette formation, nous ne sommes plus dans un slogan en disant adéquation, formation, emploi, parce que tout simplement c'est le secteur productif, c'est le secteur privé et nous-mêmes et les jeunes qui déterminons les curricula et les niveaux de qualification et les filières également de formation. Donc nous n'avons pas de doute. Des diplômés du CAP jusqu'au BTS, en passant par toutes les filières, elles sont tellement nombreuses et tellement pertinentes pour le développement du Sénégal et la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est la mise en œuvre de la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de faire du Sénégal un pays émergent, mise beaucoup sur le capital humain. Il a ainsi créé de nouvelles filières dans la formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins de l'heure. L'hygiène, la sécurité sanitaire et les bonnes pratiques dans les champs à assurer si l'on veut être compétitif sur les marchés. Les producteurs et exportateurs des mangues de la zone des Niayes ont été formés dans ce sens 3 jours durant à Bambilor. La formation qui a pris fin ce samedi a été initiée par l'ASEPEX. Aramda au compte rendu. Avoir la meilleure mangue et tous les potentiels qui vont avec ne suffisent pas à séduire les marchés extérieurs. Il faut se conformer à des pratiques, des normes d'hygiène et de qualité. Il y a la qualité extrinsèque, c'est-à-dire des défauts qu'on voit à l'œil nu, qu'on doit former les récolteurs pour ne pas amener la mangue. Et il y a des qualités intrinsèques, c'est-à-dire c'est des défauts qui se manifestent sur les problèmes de pesticides, des résidus de pesticides qui sont sur la mangue. Parce que la mangue arrivée en Europe, on fait des analyses. S'il y a des résidus de pesticides, on détruit. Pour ne pas en arriver là, la CEPEX et ses partenaires, la DPV et le programme Mangue, en l'occurrence, misent sur le renforcement de capacités destinées à des producteurs qui fournissent l'essentiel de la mangue. On nous a formés surtout depuis la pépinière de la mangue jusqu'à la production de la mangue, du traitement. La balle est désormais dans le camp de nous producteurs. Nous devons être plus vigilants. Par exemple, ne pas accepter que la mangue tombe directement par terre lors de la cueillette, parce que le choc peut provoquer des anomalies qui ne seront pas visibles à l'œil nu. C'est une fois à l'étape du mûrissement que ces anomalies seront visibles. Des producteurs de la zone des Niayes, conscients que c'est dans l'amélioration de l'offre exportable que le Sénégal peut atteindre ses objectifs. Il y a une croissance très forte sur les 3 dernières années des exportations d'une manière générale, avec sur 2015 au 31 décembre l'atteinte d'un objectif de 1370 milliards en termes d'exportation, soit une croissance de 13,7%, avec une grande partie constituée par les produits alimentaires. Et donc, la CEPEX travaille dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique sur les marchés extérieurs, mais également sur l'amélioration de l'offre exportable. C'est dans ce cadre que nous avons initié donc cette formation. La formation se déroule en même temps dans la zone sud. FIMLA devrait suivre. C'est toute la chaîne de valeur qui est visée. Pour que aujourd'hui la labellisation soit une réalité, qu'on parle de Made in Sénégal, mangue Made in Sénégal, qualité mondiale, meilleure qualité, pour qu'on puisse atteindre également des chiffres à l'export beaucoup plus importants que ces chiffres actuels, qui sont des chiffres très très importants. Nous avons doublé les exportations en quelques années, on peut faire beaucoup plus. La culture bio, le compostage, fort demandé à l'extérieur, les formateurs ont également beaucoup insisté sur ce point, une manière de mettre tous les atouts du côté des producteurs. Nous restons dans les champs pour parler d'autres filières. Bientôt, des semences certifiées d'arachide et de mil seront disponibles pour les producteurs sénégalais. C'est ce qui ressort de la tournée conjointe WAP, PEPAO et la Banque mondiale. En déplacement dans la zone centre, cette mission d'évaluation a permis aussi de faire le point sur les nouvelles technologies agricoles qui visent plus de productivité. Hamidou Diop. Dans les champs d'expérimentation du CNRA de Bambey, la phase test des productions de semences certifiées a commencé depuis longtemps. Accompagné par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest WAP, ces chercheurs travaillent ici par exemple sur l'arachide. Ces variétés sont en vue d'être homologuées pour améliorer la productivité de l'arachide, mais aussi la qualité de l'arachide qui est produite au Sénégal. Autre céréale qui intéresse particulièrement les chercheurs, le sésame et le mil.
Ces variétés sont plus résistantes aux attaques et leur cycle de vie est plus approprié. Derrière moi, donc, une variété de mine qui a une fonction de fournir à la fois des grains et de la paille. C'est ce qu'on appelle donc les dual purpose ou bien des variétés à double usage. Cette mission d'évaluation du WAP dans la zone centre a réuni différents chercheurs, l'objectif étant de faire le point sur les différentes technologies élaborées pour booster la productivité. Nous avons développé une technologie appelée étivage qui consiste à faire un traitement à la chaleur de ces céréales avant décortiquage, ce qui permet pendant ce traitement à la chaleur de faire migrer tout ce qui est nutriments du son vers le grain blanc. À Sintou Bidi Diallo, cette machine a mis fin au calvaire des femmes. Cette batteuse manuelle de mil est l'un des outils mis à la disposition des populations pour les soulager. À côté, il y a un moulin pour la pâte d'arachide et la farine de mil. Ce projet a été financé par le FNRA, donc à travers le programme WAP. Et donc on a reçu le financement donc, pour faire les machines et faire le travail de suivi. Et à chaque fois aussi on travaille avec le WAP sur les éléments du projet pour être sûr qu'on est en train en tout cas de régler le problème qu'on a visé qui est l'allègement des travaux des femmes, les opportunités économiques pour les femmes. À Thiaré, dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack, la conservation des semences certifiées est une des priorités du WAP. En plus de la construction des magasins de stockage, le programme a offert aux populations cette bâche cocon qui peut contenir jusqu'à 10 tonnes de semences. La semence, c'est un maillon important quand on veut parler de productivité. Donc, on leur a montré deux types d'infrastructures de stockage, les magasins préfabriqués pour les semences d'arachide et autres, et ce qu'on appelle les bâches cocon pour le stockage des semences céréales. En matière de production de semences aussi, le WAP a contribué cette année à hauteur de 24 000 tonnes de semences qui vont être certifiées, dont 18 000 tonnes d'arachide, 3 000 tonnes de maïs, et sorgho, etc. Les producteurs de la région ont également saisi cette occasion pour expliquer toutes leurs préoccupations concernant la production semencière et la commercialisation de l'arachide. Et puis de nouvelles pistes viennent d'être réhabilitées par le projet Pôle de développement de la Casamance. Par ailleurs, le PPDC appelle les populations des villages concernés à s'approprier ces réalisations. Pour cela, l'ANRAC a organisé une rencontre d'information sur les opportunités qu'offrent les projets du PPDC. Compte rendu Moussa Mané. La piste Afinyam Elana et celle Balingor Djegoun, des tronçons essentiels pour la circulation des biens et des personnes de ces localités. Ces routes viennent d'être réhabilitées par le projet Pôle Développement de la Casamance. Réunies lors d'une rencontre pour une session d'information, ces populations sont appelées à entretenir ces réalisations. La journée qui nous réunit aujourd'hui, ça sera une discussion, un débat qui va nous permettre de bâtir ici en Casamance, en passant par Mangagoulek, un processus de gestion durable des infrastructures, parce que le PPDC est dans les pistes de production. Il y a une piste qui est là au niveau de Mangagoulek, que le PPDC a déjà réalisée à 100%. C'est une vision de l'État du Sénégal, la gestion durable des réalisations qu'on est en train de mettre sur le terrain, mais aussi une vision forte, une préoccupation forte du bailleur, qui est la Banque mondiale, qui tient beaucoup à l'implication, à l'appropriation des réalisations au niveau des terroirs par les populations bénéficiaires. La rencontre est initiée par l'Agence nationale pour la relance des activités en Casamance. À travers cette rencontre, l'agence entend accompagner le PPDC. Beaucoup de pistes de production sont en train d'être construites, des digues sont en train d'être faites, des réservoirs sont en train d'être réalisés, des moyens de production très conséquents sont en train d'être donnés aux organisations de producteurs lors des différentes campagnes agricoles qui se sont passées. Il s'agira pour l'ANRAC d'appuyer du point de vue technique le PPDC pour que les populations s'approprient ces réalisations et à terme qu'elles comprennent qu'elles ont un grand rôle à jouer dans l'entretien des pistes de production, dans l'entretien de ces ouvrages, parce que c'est des ouvrages qui sont réalisés pour elles. La réhabilitation de ces tronçons était une vieille doléance des populations. Aujourd'hui, c'est chose faite, d'où leur satisfaction.
Nous ressortons avec satisfaction. On voit que la population de Mangagoulek, au niveau de Afignam ici, et dans l'ensemble de la commune, se sont appropriés des réalisations du PPDC. Les réalisations qu'on a fait ici par rapport aux pistes de production, la piste Elana Afignam, mais aussi de l'autre côté, dans la zone du Bluff à côté, par rapport à la piste Djegoun Balingor qu'on a réalisée à 100% aussi. Donc la population se réjouit par rapport à cette intervention du PPDC dans leur terroir. Cette rencontre a permis à ma population, à beaucoup d'entre nous, dans l'ignorance qui régnait entre l'administré et l'administrateur. Très satisfait et j'aimerais même qu'ils reviennent plus tard ou un jour. Développer le potentiel économique de la Casamance en impliquant les populations, c'est l'objectif que vise l'État du Sénégal à travers le PPDC. Pour cela, les responsables invitent les populations à s'approprier les réalisations. De nouvelles dispositions sont prises pour le pèlerinage à la Mecque 2016. Une réunion sur les ruptures qui seront opérées s'est tenue cet après-midi à la primature. Mohamed Boun Abdallah Dionne a évoqué à l'occasion la nécessité de procéder à ces changements. Mamoudou Moussagnan compte rendu. Désormais, un code de conduite et d'éthique du pèlerin et un protocole d'accord en matière d'encadrement médical entre les voyagistes privés, le ministère de la Santé et la délégation générale au pèlerinage sont adoptés. Le gouvernement est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de modernisation et de gestion rigoureuse et rationnelle du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le Premier ministre est formel, le président de la République veut garantir les conditions optimales d'accompagnement des Sénégalais dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Et cette rupture, le chef de l'État a souhaité qu'elle commence par le gouvernement lui-même. Les quotas dans les délégations, la délégation du gouvernement, les quotas de la présidence de la République, de la primature, du ministère des Affaires étrangères sont supprimés. Il n'y a plus de délégués qui représentent ces institutions. Ça, c'est terminé. La délégation gouvernementale au pèlerinage va comprendre principalement ceux qui sont obligatoirement dedans et elle va s'appuyer sur place sur les Sénégalais et les Sénégalaises qui vivent là-bas, qui parlent la langue, qui connaissent le pays. Cette année, 1500 pèlerins seront pris en charge par l'État, 9000 par les organismes privés, des organismes privés qui devront d'abord s'acquitter d'un agrément, ensuite des limites minima et maximum ont été proposées pour les quotas. De plus, les voyagistes auront l'obligation de produire au plus tard 1 mois après le retour des derniers pèlerins un rapport écrit d'exécution du pèlerinage qui retracera en particulier le déroulement de l'opération, le respect des engagements ainsi que les difficultés rencontrées et comportera bien entendu des propositions pour une meilleure organisation future. Cette rupture s'avérait nécessaire car le pèlerinage 2015 aura malheureusement été l'un des plus mouvementés de l'histoire récente. Les inscriptions pour le pèlerinage débutent dans 4 jours. 2 650 000, c'est la somme à débourser cette année, la même que l'année dernière, pour se rendre au lieu saint de l'islam. Le 6e anniversaire de l'adoption de la loi sur la parité a été célébré ce matin au siège du Conseil économique, social et environnemental. Occasion pour l'Observatoire national de la parité de partager et de vulgariser les enseignements tirés des ouvrages sur la parité dans les institutions électives et semi-électives. L'ONP veut ainsi contribuer à l'application effective de la parité au niveau de toutes les instances de décision. Compte rendu Fatou Diouf. 14 mai 2010, 14 mai 2016, voilà 6 ans déjà que le Sénégal a adopté la loi sur la parité absolue hommes-femmes dans toutes les institutions électives ou semi-électives. Et depuis, d'importants acquis sont enregistrés selon l'ONP, l'Observatoire national de la parité. À l'Assemblée nationale, 43% des députés sont des femmes. Les conseils départementaux comptent 48% de femmes, un succès à magnifier en ce jour d'anniversaire. De 2012 à 2014, grâce à la touche pragmatique
et progressiste de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, la loi sur la parité a traversé tout le processus de mise en place des institutions qu'elle vise, notamment l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental et les collectivités locales. On peut dire que c'est un succès, car au-delà des chiffres, elle a introduit un changement de paradigme dans les relations de genre. En célébrant l'anniversaire de cet instrument que constitue la loi sur la parité, vous démontrez à la face du monde votre volonté de rendre visibles les succès et les défis, mais aussi certainement votre engagement à poursuivre le plaidoyer pour que la parité soit réellement ancrée dans nos principes, nos pratiques institutionnelles et nos savoir-faire. Tout de même, des difficultés persistent, constate l'ONP. Ainsi, pour garantir l'équité de genre et résorber les inégalités entre les sexes, l'Observatoire national de la parité a conçu 12 ouvrages. Ces documents vont contribuer à une application stricte de la parité au niveau de toutes les instances de décision lors des prochaines élections. Ils renferment tous des informations et connaissances utiles pour produire un résultat tangible de parité dans les organes des institutions électives et semi-électives. Et je dois à ce stade aussi saluer la volonté politique qui s'est manifestée à travers les efforts déjà fournis par l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social et environnemental relativement à leurs bureaux respectifs, conformément aux orientations du président de la République. Organisations féminines, société civile, parlementaires, anciens ministres, bref, tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de la loi sur la parité sont présents, comme pour dire que le combat pour le respect de la parité est l'affaire de tous pour une société démocratique et inclusive. Parité toujours, 35 femmes de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent renforcer les cadres institutionnels et juridiques pour la défense et l'amélioration des droits des femmes en politique plutôt. C'est pour augmenter leur participation aux élections et aux instances de décision. La cérémonie de clôture de l'atelier a eu lieu hier après-midi à Dakar. C'est un compte-rendu de Anaïs Nyanyamane. Les élections sont indispensables dans une démocratie. Elles constituent le moyen par lequel les électeurs choisissent leur président, leurs représentants au Parlement et au niveau des collectivités locales. En dépit de leur nombre important, les femmes continuent d'être sous-représentées en Afrique. Les femmes, ils sont la moitié de la population mondiale, et peut-être plus, mais on trouve très rarement un nombre assez élevé de femmes dans les organes de prise de décision dans tous les pays des deux sous-régions. C'est une exception, si vous voulez, un peu le Sénégal, qui grâce à sa loi de la parité, mais comme on vient de dire, la loi sur la parité, c'est qu'elle est un moyen pour arriver à obtenir le résultat final, que c'est l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Selon les estimations de l'ONU, les femmes représentent 23% de tous les parlementaires nationaux en Afrique. Pour relever ce taux, la CEDEAO promet un meilleur accompagnement. Nous avons mis en place des mécanismes pour faciliter le déroulement des élections, intégration de la dimension genre dans les élections, mais aussi financer la participation et encourager, faire la promotion du leadership féminin dans le domaine, dans la sphère politique. Nous sommes confrontés à des difficultés dans nos pays. Il y a un manque de communication. Aujourd'hui, on est en train de dégager une stratégie de communication au sein de nos pays pour qu'on puisse parler de la même voix. Les représentantes des 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont émis des recommandations. Les pays qui n'ont pas ratifié le protocole de Maputo le fassent. C'est un instrument de protection des femmes, surtout dans ce domaine, particulièrement l'article 9, mais également que les pays qui l'ont ratifié puissent le mettre en application de façon effective au bénéfice des femmes. Des recommandations à l'égard des gouvernements de nos pays, des recommandations à l'égard des organisations régionales et internationales,
et à l'égard des organisations de la société civile. C'est aussi l'occasion d'articuler la solidarité. Et la solidarité s'articule avec la connaissance. Au sortir de ces 3 jours d'échange, ces femmes africaines comptent communiquer et parler d'une seule voix afin d'améliorer leur participation aux élections et aux prises de décision. Et nous ouvrons le chapitre consacré au dernier réglage en vue du pèlerinage marial. 550 agents, 11 millions de francs CFA et 13 postes médicaux avancés. Ce sont là quelques statistiques qui concernent le dispositif sanitaire de Popenguine. L'accent est mis sur la prévention et l'hygiène. Le cabinet du ministre de la Santé est venu sur les lieux du pèlerinage constater toutes les dispositions prises pour une sécurité sanitaire des pèlerins et des populations du Omar Diawa. Une remise symbolique de produits d'hygiène. Le ministère de la Santé accorde une attention particulière aux grands rassemblements religieux. 2 volets constituent les articulations principales du dispositif sanitaire du pèlerinage. Ce qui nous a été présenté nous rassure parce que les 2 volets importants ont été pris en charge, la dimension communication pour favoriser de bonnes pratiques en termes d'hygiène, et aussi un temps important est consacré à la capacité de réaction, la capacité de prise en charge. La prévention, l'IEC et l'amélioration de l'hygiène sont les axes majeurs du travail des personnels de santé sur place. Le Service national de l'hygiène, le SNEPS, les préventionnistes, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers et d'autres acteurs sont en action depuis des jours. 11 millions de francs ont été dégagés et plus d'un demi-millier d'agents mobilisés en plus de moyens logistiques conséquents. 13 postes médicaux avancés qui seront installés au niveau de Popenguine. Il y aura un camp militaire hôpital aussi qui sera déployé. Il y aura aussi un camion du ministère de la Santé et de l'Action sociale, un wagon médicalisé de la Croix-Rouge nationale qui sera installé au niveau du camp des marcheurs. Le personnel du centre de santé de Popenguine est mobilisé pour répondre à toutes les sollicitations. Des structures sanitaires plus éloignées, situées à Mbour et à Thiès, pourront être mises à contribution. C'est toute une région qui s'est mobilisée pour prendre en charge un événement important qui est le pèlerinage marial de Popenguine. Cette forte mobilisation des services et personnels de santé s'inscrit en droite ligne du thème « Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine ». Il y a les œuvres qu'on fait envers nos frères et sœurs malades. Quelqu'un qui t'écoute, qui est présent, je crois que tu es déjà à moitié guéri. Donc on vous demande d'être vraiment des personnes aux côtés de nos membres souffrants et d'apporter vraiment la confiance humaine. En vérité, le premier acte de soin est l'attitude du soignant vis-à-vis du malade. À Popenguine, les autorités sanitaires sont déjà à pied d'œuvre pour soulager et guérir les fidèles venus communier avec Marie et les populations résidentes. Pèlerinage marial, toujours les paroissiens des martyrs de l'Ouganda ont débuté leur marche très tôt ce matin, direction Cap des Biches, lieu de rassemblement de tous les marcheurs du Sénégal. En marchant de Dakar jusqu'au Cap des Biches, ces jeunes paroissiens veulent vivre l'étape de la passion du Christ, nous dit Louise Bizza. Plus de 20 km de marche vers Popenguine, une démarche de foi pour ces 100 jeunes paroissiens des martyrs de l'Ouganda. Nous sommes de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. D'habitude, nous sommes un nombre de 100. C'est une démarche de foi que nous avons l'habitude de faire. Et chaque année, nous réitérons cette foi envers Marie. Et la confiance que nous avons envers la Vierge, c'est par cette démarche de foi, cette marche que nous organisons chaque année, que nous la manifestons. La foi en bandoulière, la prière et le chant choral rythment le pas des marcheurs. Depuis plusieurs années déjà, les paroissiens des martyrs de l'Ouganda ont souscrit à cette démarche. En lieu et place des bus, ils vont à pied jusqu'à la chapelle du Cap des Biches avant de rallier Popenguine. Chaque année, c'est des grâces en abondance. Et je ne cesserai d'invoquer la Vierge Marie pour ça. Par exemple, cette année, j'étais gravement malade, le pied dans le plat des opérations et tout. Mais par la grâce de la Sainte Vierge, me voici. Je fais la marche pour aller lui dire merci. Cet avant-goût de la grande marche de Popenguine permet aux marcheurs de revivre la passion du Christ. Pour moi, c'est juste faire ce que Jésus a fait sur le chemin de Golgotha. Il a souffert pour nous sauver, pour nous enlever de nos péchés. Donc, je peux me dire en guise de remerciement, je préfère faire la marche, savoir un peu, souffrir un peu. Les marcheurs vont marquer une petite pause au niveau du foyer de charité du Cap des Biches demain. Ils prendront la direction de Popenguine à la rencontre de la Vierge Marie. Et nous prenons justement la direction de Popenguine pour retrouver notre équipe sur place pour nous faire le point des derniers préparatifs avant le pèlerinage marial. J'aperçois Jeanne Dior. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Oumou Baldé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir pour le menu des derniers préparatifs du pèlerinage marial dans la cité de Popenguine? Alors, Oumou Baldé, il faut retenir qu'on a l'ambiance des premières heures de la 128e édition du pèlerinage marial. Au moment où je vous parle, la messe d'envoi des marcheurs s'est terminée il y a quelques instants au Cap des Biches. C'est une jeunesse engagée, déterminée, mais surtout prête à faire la longue marche des 52 km afin de rallier Popenguine qu'on a trouvé sur place. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions, mais en attendant, sachez que Popenguine commence à accueillir ses pèlerins petit à petit. Un important dispositif sécuritaire est mis en place. À côté, les habitants sont dans une dynamique, celle de l'accueil. Alors, outre l'hospitalité des familles, des dispositions sont aussi prises par le comité d'organisation. Ce dernier rassure quant à l'hébergement. C'est un reportage de Seydina Alindigo. Les derniers supports de tentes sont livrés ce matin au centre Kizito, l'un des quelques 40 sites d'hébergement du pèlerinage. Écoles, lycées, campements font office de lieu d'accueil, sans oublier le village des marcheurs. Tout y est installé. Pratiquement tous les travaux sont presque finis. Donc il y a l'attente de la rencontre, c'est déjà fait. L'attente chez l'archevêque par rapport au cocktail, par rapport à la cérémonie officielle, là-bas aussi c'est fait. Par rapport à l'année dernière, à cette étape-là, ce n'était pas encore fait, mais nous rendons grâce à Dieu. Pour le moment, donc, ça a été fait. Par rapport à l'installation, il ne reste que les dernières tentes dans Kizito qu'il faut installer. Sinon, dans l'ensemble, tout a été presque fait. La taranga sénégalaise sera comme d'habitude de mise, surtout concernant les pèlerins venant de la sous-région. Nous attendons la Gambie pour 140 pèlerins. Nous attendons la Mauritanie pour 11 pèlerins. Nous attendons le Mali pour 42 pèlerins. Donc pour toutes ces délégations, les dispositions ont été déjà prises par rapport à leur hébergement, par rapport à leur prise en charge. Donc tout a été bien calé. Ils arrivent, bon, il y a Mauritanie normalement qui arrive cet après-midi. Et le Mali, ils arrivent demain, plus et de même que la Gambie. Il ne reste plus qu'à accueillir les pèlerins. Des milliers sont attendus. Voilà, Oumou Baldé, ce que vous pouvez noter en attendant de vous retrouver juste après votre journal, la première édition du pèlerinage marial de Popenguine, 128e. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Jeanne Dior. On vous retrouve donc un peu plus tard pour d'autres informations sur les préparatifs de ces pèlerinages marial de Popenguine. Et prenez bien soin de vous. En attendant, on va parler de cette actualité internationale. Le président François Hollande participe à Abuja avec son homologue nigérien Mohamed Buhari et les chefs d'État des pays frontaliers du Nigeria au sommet international sur la sécurité. Il a affirmé que Boko Haram reste une menace malgré les progrès dans la lutte contre le terrorisme. Le récit de Louis Bitsa. Le groupe terroriste Boko Haram reste une menace malgré les résultats impressionnants dans la lutte contre ces rebelles au Nigeria. François Hollande, le président français, a fait cette déclaration ce samedi à Abuja. Au cours de ce sommet international sur la sécurité, les discussions vont porter sur les moyens de mettre fin à l'insurrection islamiste et aux exactions de Boko Haram, dont les liens tissés avec le groupe djihadiste de l'État islamique alarment les Nations Unies. Le déploiement effectif d'une force militaire et de pays frontaliers devrait aussi être au cœur des discussions du sommet. Le président nigérien encourage le déploiement de cette force qui aurait déjà dû voir le jour en juillet dernier. Depuis l'arrivée de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria il y a un an, l'armée a multiplié les victoires militaires contre Boko Haram, conduisant le président à annoncer que le groupe islamiste était techniquement vaincu. Et la 12e biennale de l'art africain contemporain se poursuit jusqu'au 2 juin. Et vous allez voir dans ce qui suit, l'événement n'est pas uniquement réservé aux adultes. De nombreuses activités y attendent leurs enfants, tant dans les in que dans les off, nous dit Oumindour. Ces jours-ci, l'ancien palais de justice du Cap Manuel ressemble à un vaste terrain de jeu que les enfants explorent avec passion. Ce qui m'a le plus plu, c'est de voir le Burkina Faso, où il y a eu la guerre, pour nous dire que c'est pas bien la guerre. J'ai vu comment les élèves
au Nigeria, comment ils font, ou bien si quand ils finissent leurs études, s'ils vont dans des universités, dans des autres pays ou des trucs comme ça. Ces enfants viennent du Centre Imagination Africa. La structure, basée à Yoff, profite de l'exposition internationale du Dakar 2016 pour inviter ses pensionnaires à révéler les dons qui sommeillent en eux. Ils vont poser des questions aux artistes par rapport à leurs œuvres d'art, par rapport à combien de temps ils ont mis à faire, qui